deuxième partie du cours, on va commencer à parler d'algorithmes d'approximation. Donc il y aura 2 séances sur les algos d'approximation, la séance qu'on fait maintenant et la prochaine. Les algos d'approximation, c'est un peu comme tout le temps. L'idée directrice qui est là-dedans, c'est de gagner quelque part en perdant ailleurs. Vous avez vu, là on vient de faire de la programmation dynamique. On a gagné en temps, mais on a perdu en espace. Là, on va gagner en temps aussi, mais alors on va gagner beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Non, remarquez, je ne sais pas si on peut dire beaucoup plus, parce qu'on est quand même passé de n à l'exposant n à 2 à l'exposant n. Ça, c'est énorme. Là, on va passer de exponentiel à polynomial. C'est énorme aussi. Et puis polynomial, ça commence à devenir vraiment intéressant parce qu'on peut le faire tourner en pratique. Où est-ce qu'on y perd? Cette fois, c'est sur l'optimalité. On ne va plus avoir toujours la réponse optimale. On va relâcher ça. On aura une réponse pas trop loin de l'optimum. Mais il y a quand même une garantie. Ce n'est pas une heuristique qui vous dit ça donne une bonne solution, mais on ne sait pas trop bonne comment. Là, on va garantir qu'on est à un facteur, un ratio constant, multiplicatif de l'optimum. Okay. Et grâce à ça, au lieu de demander l'optimum, on va demander un truc pas pire que 2 fois l'optimum. Eh bien, on va avoir un algo polynomial au lieu d'avoir un algo exponentiel, parce que le problème qu'on va considérer, c'est encore un problème qui est NP complet, comme tous les problèmes intéressants. Le problème, en l'occurrence, c'est l'équilibrage de charge, et je vais commencer par vous dire ce que c'est que ce problème. C'est un problème vraiment basique qui peut se retrouver dans plein de situations. La situation, c'est que vous avez M machine, mais en fait M postes de travail, et N tâches à effectuer. D'accord ? Et chacune de ces tâches, elle a un temps d'exécution. Il y a des tâches plus ou moins rapides à exécuter, et il y en a qui sont plus longues à exécuter. Donc chacune, elle a un temps d'exécution qui est un réel strictement positif. Il n'y a pas de tâches qui prennent un temps 0 à exécuter, parce que si c'est le cas, elles ne comptent pas dans le problème et on les enlève d'emblée. Vous avez M machines et M tâches. Les contraintes, donc ce qu'on veut, c'est affecter les tâches aux machines. Vous allez voir dans quel but. Et il y a des contraintes, c'est que les tâches, on ne peut pas les casser. Une tâche, elle doit être traitée entièrement par une machine. On ne peut pas en traiter la moitié sur une machine, la moitié sur une autre. Et une machine, elle peut faire qu'une tâche à la fois. Les machines, elles ne font pas de parallélisme, mais par contre, on a M machines. Chaque machine peut faire une tâche à la fois. Donc à un moment donné, vous pouvez avoir M tâches qui tournent en parallèle, parce que chacune sur une machine. Ce qu'on cherche à faire, c'est une affectation des tâches aux machines, d'ailleurs cette tâche sur cette machine, cette tâche sur cette machine, telle que la machine qui va terminer de travailler en dernier, elle va faire toutes les tâches qui lui ont été assignées, à la suite, l'ordre dans lequel elle fait n'importe pas d'ailleurs. Ce qui compte, c'est la durée totale. Celle qui va finir de travailler en dernier, elle doit finir le plus tôt possible. C'est ça notre but à optimiser. D'accord ? C'est la date à laquelle on a tout fini. Ça veut dire celle qui a mis le plus longtemps à travailler, elle a aussi fini. Okay. Donc on veut affecter les tâches sur les machines de cette façon-là. Par exemple, si je prends trois machines, donc je vais avoir la machine 1, la machine 2 et la machine 3, je peux leur affecter, j'ai 5 tâches, T1, les durées sont comme ça, 2, 3, 4, 3, 5. Je peux les affecter sur ces 3 machines. Par exemple, de la façon suivante. Alors attendez, je fasse un truc qui soit un peu intéressant pour moi et qui soit pas trop bébête. Par exemple, peut-être la première je vais lui donner je vais faire ça. La première, je vais lui donner la tâche 2 et la tâche 3, la tâche de durée 2 et la tâche de durée 3. Donc ça fera comme ça, une de durée 2, une de durée 3. Okay. La deuxième, je vais lui donner la tâche de durée 4, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et la troisième, je vais lui donner la tâche de durée 5 et la tâche de durée 3. Okay, donc celle-là, elle finira au temps 2 plus 3, 5. Celle-là, elle finira au temps 4. Et celle-là, elle finira au temps 8. Okay. Donc là, celle qui finit en dernier, c'est celle-là, c'est en 8. L'objectif que j'ai réalisé avec cette solution, c'est 8. Et mon but, c'est de faire ça le plus petit possible.
Okay. Donc c'est ça le problème qu'on se pose. Équilibrage de charge. C'est marrant parce que la façon dont il est posé, je ne vois pas où est l'équilibrage, moi. Je ne vois pas où est la notion d'équilibrage. C'est minimiser un truc. C'est pas équilibré. Il y a quoi d'équilibré? Oui, quelque part. Pourquoi? Alors du coup, est-ce que tu peux le dire avec des mots? La différence de temps total d'exécution entre les trois est grande. Je vais essayer de réduire cette différence principale. Oui, c'est une conséquence. Si vous essayez de réduire le temps à laquelle termine la dernière, en fait, vous allez d'une certaine façon devoir équilibrer, devoir faire qu'elle termine un peu tout en même temps. D'accord ? Parce que les solutions qui seront très déséquilibrées, vous en aurez une qui termine très tard. Là, c'est une des définitions mathématiques de dire, on pourrait dire personne n'est trop loin de la moyenne. Je pense que ça revient un peu à ça. Personne n'est trop loin de la moyenne, je pense que c'est à peu près équivalent à dire celle qui est le plus grande, elle est le plus bas possible. Ok ? Mais voilà pourquoi il y a équilibrage. Si vous essayez de minimiser celle qui va prendre le plus de temps, en fait, vous êtes en train d'équilibrer qu'elles aient à peu près toute la même charge. Voilà pourquoi on appelle ça l'équilibrage de charge et pourquoi la définition ne le fait pas forcément apparaître, mais indirectement, c'est ce qui se passe. La difficulté de calcul, encore, il est NP complet ce problème. Comme d'habitude, c'est un abus de langage. Le problème qui est NP complet, c'est le problème de décision. J'aurais pu dire NP difficile. Le problème de décision associée, c'est quoi? C'est est-ce qu'il existe une affectation où la dernière termine au temps inférieur ou égal à K. Okay. Celui-là, il est NP complet. Le nôtre d'optimisation, on dit qu'il est NP difficile. On va faire un algo polynomial pour les résoudre. Donc, ne criez pas de suite que c'est pas possible de faire un algo polynomial pour un problème qui est NP difficile, mais qui donne une solution seulement approchée. Donc, seulement approchée, mais garantie. D'accord? C'est là où c'est fort. C'est-à-dire que des solutions approchées sans garantie, il y en a, c'est ce qu'on appelle les heuristiques, d'accord? Il y en a plein d'heuristiques pour résoudre ces problèmes-là. Vous avez des méthodes d'ailleurs très importantes que vous voyez dans d'autres cours, qui sont des méthodes génériques pour résoudre des problèmes d'optimisation, mais qui ne vous offrent pas de garantie sur la qualité de la solution. Par exemple, descente de gradient, recuit simulé, recherche tabou, tous ces trucs-là, c'est des trucs pour optimiser, mais ça ne vous donne pas de garantie de à combien vous êtes de l'optimum. Là, on va donner une garantie. On n'est pas pire que 2, ou pas pire que 4 fois plus mauvais, ou pas pire que 1,5 fois plus mauvais. Okay. Et la prochaine fois, pour vous faire le teaser de pourquoi c'est quand même vraiment intéressant de s'intéresser à ces questions, la prochaine fois, je vous montre comment faire des algos, c'est dans certains cas, ça ne marche pas toujours, mais comment faire des algos pour avoir un ratio d'approximation qui soit aussi peu près de 1 que vous voulez. Si vous voulez 1,1, on fait un algo polynomial pour 1,1. Si vous voulez 1,01, on fait un algo polynomial pour 1,01. Si vous préférez 1,001 de facteur d'approximation, je vous fais encore un algo polynomial. Ça s'appelle un schéma polynomial d'approximation. C'est-à-dire un algorithme d'approximation où le ratio d'approximation, il est aussi bon que vous voulez. Il n'y a pas de limite sur à quel point il est bon. Vous ne pouvez pas avoir 1 avec un algo polynomial, ça 1, c'est pas possible. 1, c'est vous résolvez parfaitement le problème, et ça, c'est pas possible, c'est NP complet. Mais 1 plus epsilon, le epsilon aussi petit que vous voulez, vous pouvez le faire. Okay. Donc là, aujourd'hui, on va faire des algos d'approx qui ont 2 et 3,5 comme facteur. Souvent, c'est pire que ça. Les algos d'approx, souvent, c'est OK, ça donne la solution garantie à 10 près, d'accord, un facteur 10 près. Mais là, c'est garanti, c'est ça qui est fort dans cette approche. Pour parler des algos d'approximation et de leur ratio d'approximation, qu'on notera ρ, on utilise la façon suivante. Donc, je note opt de i, donc j'ai une instance i, je note opt de i, la solution optimale sur cette instance. Okay, que ce soit un truc que je minimise ou que je maximise, ce que je veux, moi, c'est opt de i. Et quand j'ai un algo, je note alg de i, la valeur qui est retournée par l'algorithme sur i. Pourquoi? Parce qu'il ne me retourne pas toujours l'optimum. C'est un algo d'approximation. Donc il retourne quelque chose qui n'est pas trop mauvais, mais qui n'est pas l'optimum. D'accord? Donc il ne retourne pas opt de i, mon algo. Il retourne un truc que j'appelle alg de i. La définition du ratio, avec ces notations, c'est la suivante. Si je m'intéresse à un problème de minimisation,
je dirais que mon algorithme il a un ratio ρ qui est toujours supérieur ou égal à 1 si pour toutes les instances, ce que me retourne l'algorithme divisé par l'optimum, c'est inférieur à ρ. Ça veut dire l'algorithme de I, il n'est pas plus mauvais que ρ fois l'optimum. Ok, ça c'est pour les problèmes de minimisation. Pour les problèmes de maximisation, c'est à l'envers, c'est-à-dire c'est l'optimum qui sera jamais qui sera toujours plus petit que ρ fois l'algorithme. Okay, ça veut dire l'algorithme il n'est pas très loin de l'optimum. Il y a deux façons de donner la définition. C'est soit vous gardez ρ est supérieur ou égal à 1 et ici vous devez inverser le ratio. Vous voyez qu'ici c'était alg de i sur op de i, ici c'est op de i sur alg de i. Soit vous gardez le ratio le même, vous faites toujours alg de i sur op de i, mais à ce moment-là le ρ il devient inférieur ou égal à 1. Moi quand j'en parle, je préfère garder des ρ supérieurs à 1. Comme ça on voit de suite ce que ça veut dire deux fois, ça veut dire deux fois plus mauvais, que ce soit deux fois plus petit ou deux fois plus grand. Ok, bon là on va commencer par un problème de minimisation, donc on sera dans le sens très facile à lire. L'algorithme il ne peut pas être plus grand que deux fois l'optimum. Retourner une solution plus grande que deux fois l'optimum. Ok, donc c'est ça la définition du ratio d'approximation sur toutes les instances. Ok, c'est garanti pour toutes les instances. Et le ρ il est constant, hein. Ça c'est une constante. Exemple, vous allez me dire le ratio d'approximation de cet algorithme. J'ai un problème d'optimisation, je le fais tourner sur trois instances. C'est un problème de minimisation. Donc on est dans le cas où c'est dans le bon sens pour le cerveau. J'ai trois instances, i, i' et i seconde, sur la première instance. L'optimum c'est 3. L'algo me retourne 6. Quand on cherche à minimiser, bon l'algo il a moins bien minimisé que l'optimum. Le deuxième, l'optimum c'est 8. L'algo me retourne 12. Le troisième instance, l'optimum c'est 6. L'algo me retourne 8. Que pouvez-vous dire du ratio d'approximation de cet algorithme avec la définition que je viens de donner au-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est combien? C'est égal à, c'est plus petit que, c'est supérieur à. Qu'est-ce qu'on peut en dire au plus juste? Donc sur cette instance-là, le ratio fourni c'est combien? 2. Sur cette instance, c'est 1,5 fois plus mauvais. Et sur cette instance, ouais, c'est 4 tiers, donc c'est 1,33. C'est quoi le ratio d'approx de l'algo? C'est 2, c'est 1,5 ou c'est 4 tiers? 1,5 ou c'est 4 tiers? Ou c'est plus petit que 4 tiers, plus petit qu'1,5, plus petit que 2, plus grand que 2, plus grand que 1,5, plus grand que 4 tiers? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? 2. C'est 2 pile poil? C'est au moins 2. Ok? C'est ça que ça montre. C'est-à-dire, il y a une instance où l'algo est 2 fois plus mauvais. Comme moi je veux que mon truc garanti, ça soit garanti sur toutes les instances, sur l'ensemble des instances, je ne peux pas garantir mieux que 2 fois plus mauvais, parce qu'il y en a une qui est 2 fois plus mauvaise. Okay. S'il y en a une autre dont je n'ai pas parlé, là, j'en découvre une autre où il est 3 fois plus mauvais, le ratio ce sera supérieur ou égal à 3. Donc là quand je vois ça, la conclusion, c'est que le ratio d'approx, il ne peut pas être meilleur que le plus mauvais des ratios que je vous ai donnés. Donc le ρ, il est supérieur à 2. Okay. Et c'est quand ce truc-là est borné qu'on a vraiment un ratio d'approx. Si ça c'est pas borné, si vous avez des instances où le ratio il est aussi grand que vous voulez, ben c'est pas un algo d'approximation. Okay. En tout cas, pas dans un facteur constant. Moi ce que j'appelle ici algo d'approximation, c'est dans un facteur constant. Mais on peut aussi faire des algos d'approximation dans des facteurs qui ne soient pas constants, qui soient contrôlés en fonction de la taille de la donnée. Par exemple, un facteur log n, quelque chose comme ça. Facteur n. Ok, ça c'est pour la définition du ratio d'approximation. Nous, on va faire
un algo pour le problème d'équilibrage de charge avec un ratio, on va commencer par ça, un ratio d'approximation garantie 2. Et après, on va l'améliorer, on va le faire passer à 3,5. Donc, on fait un algo polynomial. La solution qui est retournée, c'est jamais 2 fois pire que l'optimum. Okay. Donc, si l'optimum, par exemple, c'était avoir la tâche qui finissait, toutes les tâches qui sont finies au temps 7, ça ne peut pas me donner un truc pire que ça finit au temps 14. Petite définition formelle de tout ça. Donc, on a m tâches, vous vous rappelez, je vais noter, donc les machines, je les numérote de 1 à m. Les machines, c'est un numéro pour moi. Et j de i, grand J de i, c'est l'ensemble des tâches qui sont affectées à la machine. Alors, je vais reprendre mon exemple d'avant. C'est ça que je fais d'habitude. Mais par contre, je ne sais plus comment on fait pour sélectionner, mettre comme ça. Donc je reprends mon exemple là que je vous avais donné. Hop. Vous avez vu la technologie un peu. Donc là par exemple, si je m'intéresse à J de 1, qu'est-ce que ça vaut J de 1? Ben, c'est l'ensemble des tâches qui sont affectées à la première machine. Donc je dois mettre le numéro des tâches affectées. Alors là c'était la tâche que j'avais affectée, c'était la tâche 1 et la tâche 2. Donc je vais mettre 1, 2. J de 1, c'est la tâche 1 et la tâche 2 qui sont affectées à la machine 1. La machine 2, c'était la tâche de durée 4. Mais la tâche de durée 4, c'est laquelle? C'est la 3. Donc J de 2, c'est 3. Elle a reçu la tâche 3. Et du coup, J de 3, c'est 4 et 5. Elle a reçu les tâches 4 et 5. Donc ça, c'est pas les durées, c'est les numéros des tâches. Et la charge d'une machine, je la définis comme, je la noterai L de I, la charge d'une machine. Okay, donc ça, par exemple, c'est L de 3. Et c'est quoi? C'est la somme des durées des tâches qui lui sont affectées. Je vous disais, l'ordre dans lequel elle va effectuer les tâches n'a pas d'importance, qu'elle commence par la 3 et puis après par la durée 3 et après par la durée 5, ou qu'elle fasse d'abord la durée 5 et après la durée 3, de toute façon, elle finit à 8. Donc sa charge, c'est ça, c'est 8. Donc la charge de celle-là, si je fais pour enfoncer le clou, du coup, L1, c'est 5. La charge de la machine 1, c'est 5. L2, c'est 4. Et L3, c'est 8. Ok? Et la définition, le truc que je m'intéresse à minimiser, on l'appelle le make span. Le make span, c'est la date à laquelle finit la dernière machine qui finit. D'accord? C'est-à-dire, dit autrement, maintenant avec mes histoires de charge, je vais préférer parler de charge, c'est la charge maximum d'une machine dans mon affectation. Donc moi j'affecte les tâches aux machines, chaque tâche va sur une et une seule machine, je calcule la charge des machines comme la somme des durées des tâches qui lui sont affectées, j'appelle ça la charge de la machine. Le make span, c'est la charge maximale des machines. Moi je veux minimiser la charge maximale des machines. Ok? Et je note L étoile. Étoile, c'est souvent utilisé pour l'optimum. L, c'est pour la charge. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé L pour la charge? Pourquoi je n'ai pas utilisé C? L, c'est quoi? C'est la charge, c'est pour le L de la. Non, c'est parce que ces problèmes, les notations, elles sont définies en anglais. C'est load. Okay, la charge en anglais, c'est load. Vous voyez que tout le vocabulaire, il est anglais. Donc le L, si vous voulez vous en rappeler, pourquoi L, c'est load et pourquoi tâche, c'est bien un T? Parce qu'en anglais, c'est task. Donc ça commence par un T aussi. Donc là, on minimise la charge de nos tâches, de nos machines, pardon. On regarde un premier algo. Premier algo, facteur d'approximation 2. Si vous êtes un peu sensible aux choses mathématiques, normalement, là, vous devez pleurer. Vous devez pleurer devant la simplicité de cet algorithme. L'algorithme, c'est le suivant. Vous considérez les tâches dans un ordre quelconque. Il n'y a rien à faire sur les tâches. On ne vous demande pas de les trier, de faire un truc compliqué. Vous les considérez dans l'ordre que vous voulez. À chaque fois que vous considérez là une tâche, donc les tâches arrivent donc dans cet ordre que vous avez pris, qui est quelconque, à chaque fois qu'une tâche arrive, vous l'affectez à la machine actuellement la moins chargée. Ça, c'est raisonnable. Si vous voulez minimiser la charge, vous affectez la tâche qui arrive à la machine la moins chargée. Eh bien, ça suffit. Ça suffit. Ça fait ratio d'approximation 2. Garantie sur toutes les instances. Donc là, on ne peut pas imaginer un algo plus simple. Vous faites
dans ça dans n'importe quel ordre et vous faites le seul truc le plus raisonnable qui est en général le truc le plus facile à penser, des fois ça va pas marcher, il faut rajouter un ingrédient pour avoir l'approximation, etc. Non, là ça suffit. Vous mettez la tâche qui arrive sur la machine la moins chargée. Garantie que c'est pas pire que 2 fois l'optimum. Donc ça c'est quand même une propriété du problème qui est énorme. Le problème il est NP difficile, je vous rappelle, c'est pas un problème facile, d'accord, c'est pas un problème qui est trivial. Par contre, il a une solution qui est remarquablement simple, avec un facteur d'approche. Alors, reprenons encore, peut-être j'ai encore dans le truc. Non. Ouais, super. Reprenons, donc on avait trouvé une solution, enfin j'avais proposé une solution qu'on voyait de suite qui n'était pas très bonne, qui était comme ça. On va faire l'algo de... ah non, je peux changer la couleur, non mais c'est incroyable. C'est pas du tout ça que je voulais faire, mais... on va reprendre donc l'ordre dans lequel arrivaient les tâches, je crois que c'était 2, 3... 4, 3, 5. 2, 3, 4, 3, 5. Ok, donc je ne change pas l'ordre. Je prends un ordre quelconque, je prends l'ordre dans lequel elles arrivent. Donc là, elles arrivent avec des durées 2, 3, 4, 3, 5. Je les prends dans cet ordre-là, et à chaque fois, donc je fais l'algo, la liste scheduling. Je les mets dans les machines M1, M2 et M3, la moins chargée. 2, je le mets à la première machine, elles sont toutes à 0. Donc quand il y a égalité, je la mets où je veux. Okay, quand il y a égalité entre les charges des machines, je la mets où je veux. Donc 2, je la mets là. 3, je la mets à une qui est à 0. Il y en a 2 qui sont à 0. Donc vous avez bien noté que le nombre de machines est fixé à l'avance. Hein. Il fait partie de la donnée du problème. Il y a M machines. Vous ne pouvez pas dire je veux une machine de plus. 4, 4, il y en a une qui n'est pas, qui est encore pas chargée, donc je dois le mettre sur ça. 3, la 3 qui arrive, je la mets sur quoi? Je la mets sur la moins chargée, c'est-à-dire M1. Ok. Et puis ensuite, il y a 5 qui arrive. 5, je la mets sur la moins chargée. À ce moment-là, la moins chargée, c'est celle de charge 3. Oui, donc en fait, je retrouve la même solution. Je pensais que c'était une solution différente, donc je retrouve la même. Ok, donc ça me fait 8. Okay. Encore un max-span de 8. Alors, est-ce que c'est bien un facteur 2 de l'optimum? Quel est l'optimum sur ce truc-là? Est-ce que vous pouvez trouver une meilleure affectation que ça? J'espère. 6, ça me plaît bien. Vous dites comment je fais? 2, 4 sur la première. 3, et 5 à la fin. 5, ça monte là. Ok, donc ça fait un max-span de 6. Est-ce que je peux faire mieux que 6? Vous êtes sûr? Pourquoi? Ok, j'aime bien ce raisonnement. Donc, pourquoi ta tâche 5 tu la laisses toute seule? Parce que si tu la mets avec quelqu'un d'autre, tu es au moins à 7. Donc si tu veux faire mieux que 6, il faut la laisser toute seule. Ok, quand tu fais ça, tu la laisses toute seule, il ne te reste que 2 machines et tu as 4 tâches qui sont 3, 2, 4. Donc tu peux faire quoi? Tu peux faire soit 2, 3, soit 4, 3, ou alors ce qu'on a fait, 3, 3 et 2, 4. Donc tu ne peux pas faire mieux que 6. Voilà. Donc ça, c'est un petit raisonnement qui montre qu'en effet, on ne peut pas faire mieux que 6. Du coup, je vais revenir après à ce que tu veux dire. Du coup, est-ce que je suis bien dans un facteur 2? L'opt, on vient d'expliquer que c'était 6, et l'algo, il a retourné 8. Donc, là, sur cet exemple, c'est OK. Je suis bien dans un facteur 2. Et ça va être garanti pour toutes les instances. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais. C'est au moins 6. La moyenne, la somme des temps, c'est 17. Ouais. Et on a 3 machines, donc la moyenne, c'est 5 et 2 quarts. Okay. Et donc l'optimal, il est au moins l'entier qui est plus tard. Très bien. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je vais le dire sur le transparent suivant. Donc en effet, c'est une borne qu'on va utiliser pour prouver la complexité,
pour prouver le ratio d'approx de notre algo, c'est qu'il y a une petite observation qui peut nous éviter le raisonnement qu'on a fait, c'est que vous ne pouvez pas être meilleur que la moyenne de charge des machines. Vous prenez la somme de toutes les tâches, vous divisez par le nombre de machines, vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Dans ce cas-là, c'est 5 et des poussières. Comme toutes les tâches sont entières, on va tomber sur un entier, on ne peut pas tomber sur 5. C'est au moins 5 et des poussières, c'est-à-dire au moins 6. Ok, on en reparle juste après. Donc d'accord, dans ce cas-là, l'algo, il me donne un truc qui n'est pas trop loin de l'optimum, qui est un facteur 2. Il aurait pu me donner jusqu'à 12, mais pas pire que 12. J'ai mis ça j'y tiens à cette remarque, pour dire à quel point cet algo il est incroyable. C'est que le truc qui est fort, c'est que ça marche aussi de façon online. Alors les problèmes online, c'est quoi? C'est les problèmes où vous ne savez pas ce qui va arriver dans le futur. On est en train d'optimiser, par exemple, ok, on a 3 machines. On est en train d'optimiser une affectation des tâches sur ces machines. Les tâches arrivent, je les affecte aux machines. Mais je ne sais pas quelles tâches vont arriver dans le futur. Ok? Là, regardez, on n'a pas besoin de savoir ce qui va arriver dans le futur. Notre algo, il marche aussi dans ces conditions online, c'est-à-dire qu'à chaque instant, si j'affecte les tâches comme ça, à chaque instant, je sais que l'affectation que j'ai à ce moment-là, elle n'est pas moins bien que 2 fois l'optimum. Quel que soit ce qui arrive dans le futur, ça va continuer à être vrai. Vous continuez à prendre les tâches qui arrivent, vous faites avec cet algo, vous n'êtes jamais à plus de 2 fois l'optimum. Ça, c'est très très rare. Peut-être ça ne vous parle pas vraiment, mais c'est très très rare comme situation. Parce qu'en général, quand vous ne connaissez pas le futur, si le futur il ne vous arrange pas par rapport à la solution que vous avez déjà choisie, votre solution elle va devenir très mauvaise. Alors qu'elle était très bonne à l'instant où vous l'avez faite, vous avez fait une bonne affectation qui marchait bien pour ces tâches. Ah oui, mais si vous ne saviez pas qu'il y avait des tâches de cette forme-là qui arrivent, c'est pas bon du tout. Okay, c'est un peu comme quand vous jouez à Tetris. À Tetris, si vous connaissiez à l'avance les briques qui arrivent dans la suite, vous pouvez faire des meilleurs calculs sur comment les imbriquer pour faire des formes bien pleines. Okay, donc Tetris c'est online, elles arrivent une par une, vous ne savez pas ce qui va arriver derrière. Okay, donc ça c'est beaucoup plus dur. Et bien là, l'algo il marche encore dans ce cas-là. On s'en moque de ne pas connaître le futur. L'algo, il vous garantit non seulement un rapport 2 si vous connaissez toutes les tâches, mais même si vous ne connaissez pas toutes les tâches, vous faites ça de manière online. À chaque fois qu'il y en a une qui arrive, paf, vous la mettez à la moins chargée. Ça garantit un ratio d'approx 2. Ça, c'est assez incroyable. Alors, on va prouver du coup qu'il est bien dans un ratio d'approx 2. Un conseil général pour prouver les ratios d'algo d'approximation qu'on va appliquer de suite. L'approche la plus directe, ça serait de dire ok, je vais trouver des propriétés de mon algo que je vais arriver à exprimer pour dire que la solution qui me fournit, elle n'est jamais pire que 2 fois l'optimum. Donc je vais essayer de comparer la solution que me fournit mon algo à la solution optimum en fonction des propriétés de l'algo. Alors ça, en général, ça ne marche pas bien. Il y a une raison qui est que, ok, vous connaissez votre algo, donc vous pouvez connaître ses propriétés, donc vous pouvez expliquer pourquoi il ne va pas être trop mauvais. Par contre, la solution optimum, vous ne connaissez pas ses propriétés. Vous ne savez pas à quoi elle ressemble, la solution optimum. Donc elle est difficile à attraper dans le raisonnement mathématique, là, d'essayer de prouver qu'on n'est pas trop loin de ça. Parce que vous ne savez pas à quoi elle ressemble. Vous savez qu'elle existe, il y a un optimum, mais on n'a pas de propriété de l'optimum. Donc ce qu'il nous faut, en premier, ce qui manque souvent, plus que les propriétés de l'algo, souvent on a tendance à focaliser sur les propriétés de l'algo, en fait il ne faut pas oublier de trouver les propriétés de l'optimum. Donc pour expliquer que l'algo n'est pas trop mauvais par rapport à l'optimum, on va expliquer que l'algo n'est pas trop mauvais dans l'absolu et que l'optimum ne peut pas être trop bon dans l'absolu. D'accord ? Lui, il ne peut pas trop descendre et lui, il ne peut pas trop monter. Donc, ils ne sont pas trop loin l'un de l'autre. Donc, le contrôle que je vais avoir sur ma solution optimum, c'est que je vais dire ma solution optimum, elle n'est pas trop bonne. Et souvent, la clé, c'est pas trop de montrer que la solution de l'algo, elle n'est pas trop mauvaise. C'est de montrer que la solution optimum, elle ne peut pas être meilleure que ça. Ok ? Alors, elle ne peut pas être meilleure que quoi ? En l'occurrence, dans notre problème d'équilibrage de charge, la solution optimum. Il y a une borne triviale, mais qui va être utile, vous allez voir.
peut pas être meilleure que quoi? D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, quelque part, tu l'as sous-entendu, plus ou moins. Que? Eh oui, elle ne peut pas être meilleure notre solution que la charge la plus longue à traiter, parce qu'il va bien falloir la faire traiter à une machine, cette charge. D'accord? Donc il y a une machine qui terminera après le temps nécessaire pour la plus longue charge. Donc en effet, première observation, le max-span, que j'ai noté L étoile, il est plus grand que le maximum des durées des tâches. Ok. Et la deuxième observation, c'est celle qu'a dit votre camarade, Charles. Qu'est-ce que tu as dit? Ça ne peut pas être meilleur que la moyenne de la charge des machines. La moyenne de la charge des machines, ça veut dire vous prenez la somme de toutes les tâches, vous divisez par le nombre de machines, vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Vous ne pouvez pas faire mieux que la somme de toutes les durées de toutes les tâches divisée par le nombre de machines. Pourquoi on ne pouvait pas faire mieux que ça? Pourquoi c'est évident qu'on ne peut pas être... que la pire des machines, elle est supérieure ou égale à la moyenne? Si elles sont toutes plus petites que la moyenne, la somme c'est inférieur à la charge. Exactement. Alors, il y a un petit truc qui est sous-entendu, mais qu'il faut avoir remarqué, parce que sinon on ne comprend pas de quoi on parle, c'est qu'en fait cette somme, c'est pareil que si je prends pour J égale 1 à M, que je somme sur les machines, la charge des machines. Okay, vous sommez la durée de toutes les tâches, ou vous sommez la charge de toutes les machines dans votre solution, c'est la même chose, puisque dans votre solution, les tâches elles vont sur une et une seule machine. Ok ou pas ok? Vous prenez la somme, pour chaque machine, vous sommez sa charge, ça fait pareil que si vous sommez la durée de toutes les tâches. Donc en fait, ça, c'est pareil que la charge moyenne. Ça, c'est exactement l'expression de la charge moyenne des machines dans la solution qu'on considère. Okay? La charge moyenne des machines, c'est ça. Donc, si vous faites ça dans la solution optimum, le L étoile, c'est la pire charge dans la solution optimum. Ben, elle ne peut pas être plus petite que la charge moyenne dans cette solution optimum. Okay? Donc prenez une solution, ça ne marche pas que pour optimum, hein. Prenez une solution, n'importe laquelle. La pire charge dans cette solution, elle est inférieure à la moyenne. Oui, la moyenne, c'est toujours compris entre la plus petite et la plus grande des valeurs. Okay? Donc la plus grande des valeurs, elle est toujours supérieure ou égale à la moyenne. Dans la solution optimum, la plus grande des valeurs, c'est ce qu'on a noté à l'étoile. Et la moyenne, elle vaut la même dans toutes les solutions. Qu'elle soit optimum ou pas, la moyenne et la somme des charges, c'est toujours la même, puisque vous mettez toutes les tâches une et une seule fois sur toutes les machines. Sur les machines, dans n'importe quelle solution. Donc c'est clair, peut-être je devrais faire un petit dessin, parce que les petits dessins, ça explique mieux des fois. Dans une solution, voilà une solution. La moyenne, ça c'est les machines, hein, du coup. Okay, M1, M2, M3, M4. La moyenne des charges des machines, là-dedans, je ne sais pas, je suppose que c'est à peu près là. Un truc comme ça. Ok, peut-être un peu au-dessus. La pire chargée, elle est plus chargée que la moyenne. Okay, ça, c'est la moyenne de ces 4 charges. J'ai essayé de prendre la valeur moyenne parmi ces 4 charges. Disons que c'est à peu près là. Ben, la pire est forcément plus grande que la moyenne, c'est une banalité, c'est d'accord. La meilleure est plus petite, la moyenne elle est entre la plus petite et la plus grande. Ok, et donc ce qu'il suffit d'observer, c'est que la charge totale là, des machines, si vous sommez tout, c'est pareil que si vous sommez la charge, que vous sommez la durée de toutes les tâches. Okay. C'est tout. Ça dit ça. Donc le max-span, il est au moins aussi grand que la solution optimale, elle ne peut pas être meilleure que la longueur de la plus grande tâche, et que la moyenne alors c'est pas la moyenne de toutes les tâches, c'est la charge totale des tâches divisée par le nombre de machines. La durée totale des tâches divisée par le nombre de machines. Elle ne peut pas être meilleure que ces deux trucs-là. Avec ces deux trucs-là, ça va nous suffire à montrer le ratio d'approximation 2. Donc ça, c'est le contrôle de ce que je vous ai annoncé là. Ma solution optimum, elle ne peut pas être meilleure que. Elle est au moins aussi grande que ces deux trucs-là. Là, je la contrôle un peu maintenant. J'ai une propriété que je vais pouvoir exploiter. Maintenant, je vais devoir aussi exploiter des propriétés de mon algo pour montrer que lui, mon algo, il ne peut pas être plus mauvais que. Alors, pourquoi est-ce qu'il a un ratio d'approx 2 ?
On va juste prendre. Je prends I. Donc j'ai sous-entendu, je prends la solution optimum. Okay, dans une solution optimum. Est-ce que c'est mal écrit? Dans une solution optimum. Je prends I, la machine qui a la plus grande charge, c'est-à-dire celle qui va réaliser le L étoile au final. Je prends J, la dernière tâche qui lui a été affectée, d'accord? La dernière dans l'ordre que je considère, parce que vous vous rappelez que cet algo qu'on est en train de faire, list scheduling, il considère les tâches dans un certain ordre, qui certes est quelconque, mais il y a un ordre sur les tâches. Donc je regarde la dernière qu'a reçue la machine I. Okay, et je dis que, donc I c'est la machine la plus chargée. Okay, I elle est là. Elle a une charge plus que tout le monde. Toutes les autres ont moins. Les autres ont moins que ça. Okay. J'enlève la dernière tâche qu'elle a reçue. J'enlève la durée TJ. D'accord, la durée de la dernière tâche qu'elle a reçue. Moi, je prétends que TJ, il est forcément en dessous de ça. Quand j'enlève TJ, je me retrouve en dessous de ça. Ça, c'est la durée TJ. Okay, c'est ce que dit cette équation. Elle dit que pour toutes les machines, pour tous les cas, j'ai LI, donc ça c'était LI, c'était la charge de la machine I, moins la durée TJ, c'est ce truc-là. Là, okay, LI moins TJ, c'est ça. Ça, c'est LI moins TJ. C'est plus petit que la charge de K pour toutes les machines. Alors, évidemment, c'est plus petit que LI parce que c'est LI moins TJ, c'est plus petit que LI. Donc pour I, il n'y a pas de problème. Pour les autres, ça veut dire que quand vous retirez TJ, vous vous retrouvez plus bas que toutes les autres machines. Pourquoi ça, c'est obligatoire? Oui? Exactement. Si ce n'était pas le cas, imaginez, je fais en vert qu'en fait, ce que j'enlève, c'est que ça. D'accord? Donc je ne retombe pas en dessous. Je retombe en dessous de ces trois-là, mais pas de celle-là. Quand cette tâche de durée TJ là est arrivée, elle n'aurait pas dû aller sur celle-là, parce que celle-là, c'est pas la moins chargée. L'algo, c'est je la mets sur la moins chargée. Donc cette identité, elle dit juste que quand TJ est arrivé, la machine I, qui avait charge LI moins TJ à ce moment-là, c'était la moins chargée. C'est l'algo. Elle était moins chargée que toutes les autres. Okay, si c'est pas comme ça, vous ne respectez pas l'algo. Donc voilà pourquoi ça, c'est exactement la charge de la machine I juste avant de recevoir la tâche J. Ok, et donc cette charge-là, elle devait être inférieure à toutes les autres. Elle devait être inférieure à toutes les autres à ce moment-là. Donc en particulier à toutes les autres à la fin de l'algo, parce que les autres ne font que recevoir plus de choses. D'accord ? En fait, le LK, là, c'est à la fin de l'algo. Mais ça, c'était vrai aussi au moment où elle a reçu cette tâche. Et donc après, comme les charges ne font qu'augmenter au fur et à mesure de l'algo, on ne fait pas de réarrangement de tâches, ça reste vrai à la fin de l'algo. Donc à la fin de l'algo, on a ça. D'accord ? On prend TJ, la dernière tâche arrivée, on a LI moins TJ, c'est plus petit que tous les LK, pour toutes les autres machines. Very good. Du coup, j'obtiens ça. Pourquoi j'obtiens ça ? Il y a deux façons de le voir. Il y a une façon technique, vous dites, je somme ce truc-là pour tous les cas de 1 à m. Ici, je me retrouve avec la somme de tous les LK qui est là, et ici, c'est constant, ça ne dépend pas de k. Donc je me retrouve avec m fois LI moins TJ. Je fais passer le m de l'autre côté, je me retrouve avec ça. Ça, c'est la façon technique de dire les choses. J'aime pas trop. La façon que je préfère, c'est de dire qu'on vient de dire que LI moins TJ est inférieur à la charge de chaque machine. Donc c'est aussi inférieur à la moyenne de la charge des machines. Ça, c'est la moyenne de la charge des machines, c'est tout. Si elle est inférieure à la charge de toutes les machines, elle est inférieure à la moyenne de la charge des machines. Parce que la moyenne, elle est entre la plus petite et la plus grande des charges des machines. Ok.
Donc on a ça, et si ça, je le réécris comme j'ai fait tout à l'heure, je remarque que la somme, donc là je suis à la fin de l'algo, la somme de toutes les charges des machines à la fin de l'algo, c'est pareil que la somme de toutes les durées des tâches. J'ai juste remplacé ce truc-là par ce truc-là. Et là, je reconnais le truc qu'on avait exprimé dans notre borne. D'accord ? Donc ça fait que LI moins TJ. Ce truc-là, on avait dit c'est plus petit que L étoile dans le lemme précédent. Donc LI moins TJ, il est plus petit que L étoile. Ouais, mais on avait aussi que TJ, c'était plus petit que L étoile. Parce qu'on avait dit L étoile, c'est plus grand que le max de toutes les tâches. Donc en particulier, c'est plus grand que TJ. Okay. Donc on a LI moins TJ. Donc LI est plus petit que L étoile plus TJ. Donc attends, je réécris calmement. Là, j'obtiens ça. LI moins TJ est inférieur ou égal à L étoile. Ça me fait LI est inférieur à L étoile plus TJ. Mais TJ, c'est aussi inférieur à L étoile. TJ, c'est inférieur à L étoile parce que L étoile, c'est plus grand que la plus grande des tâches. Du coup, ça fait LI est inférieur à 2L étoile. Et moi, j'avais pris pour I la machine la plus chargée. Donc, j'ai dit n'importe quoi au début de ma démonstration. C'est pas du tout dans une solution optimum, c'est dans la solution retournée par l'algo. Mon raisonnement, il n'est pas du tout dans la solution optimum, ici, il est dans la solution retournée par l'algo. Dans la solution retournée par l'algo, je m'intéresse à la machine la plus chargée. Okay, ça, c'est celle qui réalise pas du tout le L étoile, du coup, mais le alg sur cette instance. Solution retournée par l'algo. Okay, je m'intéresse à la machine la plus chargée dans l'algo, et je viens de m'apercevoir, quand j'avais appelé LI, je viens de m'apercevoir qu'elle ne pouvait pas être plus chargée que 2 fois l'optimum. Voilà, c'est mon ratio 2. On a prouvé le ratio 2 avec ces deux propriétés très simples qui est ça, le L étoile est plus grand que la moyenne et le L étoile est plus grand que n'importe quelle tâche. Ça va pas, c'est pas très dur, ça va pas très loin en termes de technicité de prouver. Il faut avoir l'idée de mettre les choses dans le bon ordre, de s'intéresser aux bonnes quantités aussi, mais c'est assez basique comme preuve de ces propriétés de l'algo. Donc voilà, vous avez un algo d'approximation avec un rapport d'approximation 2 qui est polynomial, parce qu'évidemment c'est trivial, vous avez à chaque instant vous avez juste à sélectionner la tâche de durée minimum, vous pouvez le faire en grand taux de n si vous voulez, vous pouvez faire une superstructure de données qui vous extrait de façon dynamique la tâche peut-être en log n ou un truc comme ça. Donc à chaque instant, décidez où vous mettez la tâche, c'est trivial. Là, en plus, la complexité de l'algo polynomial, c'est vraiment ça doit être en n log n, un truc comme ça, si c'est bien implémenté, avec une file de priorité. Ok, sinon c'est n carré au pire, si vous l'implémentez vraiment sans vous poser de questions, ça fait n carré. Donc algo, très faible complexité polynomiale, très efficace, qui résout le problème avec un facteur 2, ce qui est très bon, et même en dynamique, même en online. Donc très, très joli algo avec très belles propriétés. Est-ce qu'on pourrait prouver un meilleur ratio que 2 ? Parce que moi je vous ai montré que le ratio n'était pas pire que 2. Mais peut-être qu'en fait le vrai ratio, si on analyse plus finement l'algorithme, peut-être c'est 1,5. Peut-être c'est 1,2. Bon. Est-ce qu'on pourrait montrer mieux que 2 ? Rho strictement inférieur à 2. Si on veut montrer que c'est mieux que 2, il faut refaire une preuve. Si on veut montrer que ça ne peut pas être mieux que 2, il suffit de trouver un exemple qui réalise 2. Un exemple où l'algo, vous lui donnez un mauvais ordre, parce qu'en plus il prend un ordre quelconque, donc vous lui donnez un ordre qui n'est pas terrible, et il vous crache un truc qui est à 2 fois l'optimum. Okay. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez relâcher un peu l'exigence, vous pouvez vous approcher aussi près que vous voulez de 2. Si vous me faites une instance où l'algo il réalise 1,9 de ratio d'approche sur cette instance, une autre instance où il réalise 1,99, une autre instance où il réalise 1,999, je sais que si vous me faites ça pour une infinité d'instances, d'accord, aussi proche qu'on veut de 2, je sais que le ratio ça ne peut pas être mieux que 2 parce que le ratio c'est le pire sur toutes les instances. Donc si vous avez 1,9, 1,99, 1,999, etc., le ratio ne peut pas être mieux que 2, que la bande sup de ces trucs-là. Oui. Si on lui donne dans l'ordre 1, il va le mettre, si on a 2 machines et
on donne d'abord une tâche de durée 1, Oui. il va la mettre à une machine. Ouais. Après, si on lui donne un 0,9, il va la mettre à l'autre. 0,99 à la deuxième. 0,09 à la deuxième. 0,09, etc. On va le faire progressivement. Et si on refile une tâche à 1, il va la mettre à la deuxième. C'est un petit peu moins chargé. Ouais. Et c'était quoi l'optimum? Ah ouais, non, ça serait 1,5. L'optimum, ouais, est pas génial quand même. Ouais. Je pense pas qu'il y ait une solution très très simple. L'exemple que je vous propose, il est un peu compliqué. Il y a M machine et il y a M. Alors ça reprend un peu ton idée, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre les tâches de durée courte et les tâches de durée longue. Il y a M fois M moins une tâche de durée 1 et une seule tâche de durée M. Donc beaucoup de tâches de petite durée et une tâche de grande durée qui vient en dernier dans l'ordre que je considère. D'accord ? Donc moi, l'ordre que je vais considérer, ça va être 1, 1, 1, 1, M fois M moins 1 fois, et après la tâche de durée M. Qu'est-ce qu'il va faire l'algo dans ce cas-là ? Il va commencer à empiler les 1. D'accord ? Vous avez M machine, il va faire ça, puis après il va l'empiler au-dessus. Ok, et puis à la fin, il va arriver à quelle hauteur pour les M machines? Donc il y a M machine, il va avoir empilé M fois M moins une tâche de durée 1, donc il va arriver à hauteur M moins 1. Là, la tâche M débarque. Bon, elles sont toutes à égalité, vous pouvez la mettre sur celle que vous voulez, par exemple sur la première, et vous vous retrouvez à 2M moins 1. Donc dans ce cas-là, le go il réalise 2M moins 1. Mais c'est quoi l'optimum? L'optimum, c'est de ne pas faire arriver celle-là en dernier. D'accord? L'optimum, c'est de mettre celle-là toute seule. Vous faites votre truc de taille M, et ensuite il vous reste M-1 machine et M fois M-1 tâche de durée 1. Donc là, vous pouvez faire que toutes les machines aient duré exactement M. Okay. Donc là, il reste M-1 machine et vous avez M fois M-1 tâche. Donc ici, vous allez monter jusqu'à hauteur M. Et celle-là, c'est la seule tâche de durée M. Donc si vous agencez comme ça, ici vous réalisez, donc ça c'est l'optimum, parce que clairement c'est l'optimum parce que la borne inférieure qu'on a donnée c'est la moyenne, et bien on atteint la moyenne, elles ont toutes la même charge. Donc voilà pourquoi aussi le problème s'appelle équilibrage de charge. Vous voyez, c'est par cette borne de moyenne. Donc l'optimum c'est M, et l'algo qu'on nous a donné, il a répondu 2M moins 1. Alors c'est pas tout à fait aussi mauvais que 2, mais le rapport entre les deux, c'est 2 moins 1 sur M, d'accord, ça c'est opt sur alg, et ça tend vers 2, ça tend vers 2 lorsque M tend vers l'infini. Ok ? Donc vous pouvez vous approcher aussi près que vous voulez d'un ratio 2 pour une instance, d'accord, 1,9, 1,999, donc ça peut pas être meilleur que 2. Donc le ratio qu'on a trouvé, c'est le meilleur ratio, c'est le vrai ratio de l'algo. L'algo, il ne peut pas garantir mieux que 2. Ok. Est-ce que je peux obtenir un meilleur ratio avec un autre algo? Maintenant, je suis prêt à changer l'algo, parce qu'il était un peu basique cet algo quand même. Hein. Prenez les tâches dans n'importe quel ordre, vous mettez la tâche à la machine à moins chargée. Est-ce que je peux faire un algo plus évolué pour garantir mieux? Oui, on peut faire ça. C'est celui auquel peut-être tu penses, non? Tu allais faire une proposition? Attends, je l'enlève, vas-y, qu'est-ce que tu penses? D'abord les tâches les plus longues. C'est un peu ce qu'on vient de toucher du doigt avec ces raisonnements-là. C'est qu'en fait, c'est pas bon si on a les tâches de petite durée qui ont squatté les machines et d'un coup, il y a une tâche de grande durée qui arrive, elle va artificiellement faire monter le truc alors qu'on aurait pu mieux répartir en mettant la grande tâche toute seule sur une machine et en répartant sans les petits à côté et dessus éventuellement. Okay. Donc l'idée c'est que sûrement si je ne prends pas un ordre quelconque mais je prends un ordre où les grandes tâches arrivent d'abord, c'est mieux. Donc je vais prendre un ordre où je trie les tâches par ordre décroissant des durées et je vais faire le même algo, list scheduling, appliqué sur un ordre particulier où j'ai trié les tâches par ordre décroissant des durées. Quand on fait ça,
on améliore le ratio garanti et on va regarder comment. Donc par exemple, sur l'exemple d'avant, si je le fais, du coup je les trie par ordre décroissant et je refais ma solution. Alors c'était quoi ma solution que j'avais obtenue avec l'algo list scheduling et un ordre mauvais? Elle était où? Elle était là. Elle était là. J'avais obtenu ça. Donc ça c'était avec list scheduling. Ça c'était avec l'algo qu'on a appelé list scheduling. Oula. List scheduling, on avait trouvé 8. Maintenant, je fais l'algo avec les tâches dans l'ordre décroissant. D'abord arrive 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite arrive 4. Je la mets toujours à une machine la moins affectée. Donc là, comme elles sont à égalité, ça n'a pas d'importance. Donc ce que je fais, c'est que je prends la première dans l'ordre. Mais ça n'a vraiment pas d'importance, ça donne les mêmes solutions. Ou des solutions de même valeur en tout cas. 4. 3. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, ce 3 arrive. Je vais le mettre sur la machine la moins chargée. Celle-là. 1, 2, 3. Et maintenant, ce 2 arrive. Je vais le mettre sur la machine la moins chargée. Celle-là. 1, 2. Et je me retrouve avec un max-span de 6, qui est carrément l'optimum. Donc dans ce cas-là, l'algo longest processing, celui qui considère les tâches par ordre décroissant, il donne carrément l'optimum. Mais ce n'est pas garanti à tous les coups. Okay, mais on voit qu'il est meilleur. Il fait quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Alors on va essayer de montrer qu'est-ce qui peut garantir au mieux. Je vais vous montrer un facteur d'approximation 3,5. Donc une amélioration de 2 à 3,5. Et il y a mieux que ça. Donc ton exemple, il doit pas, l'optimum, ça doit pas être ça. Ouais, mais je pense pas. Je pense que c'est pas 3,5. Mais parce qu'on peut faire mieux que ça, on peut faire 4 tiers. Enfin, bon, bref. Ouais, mais c'est ça, non, mais c'est 4 tiers, parce que c'est 2 contre 3,5 dans ton exemple. Non? Bon, je me perds un peu. Montrons 3,5 pour ce simple changement de les prendre dans l'ordre décroissant. Comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, on peut supposer d'emblée que le nombre de tâches il est plus grand que le nombre de machines. Sinon, c'est un cas un peu trivial. S'il y a moins de tâches que de machines, le mieux, c'est de les mettre chacune sur une machine différente. Et l'optimum, c'est la longueur de la plus longue tâche. Okay. Dans ce cas-là, l'algo longest processing, bien sûr, il trouve toujours l'optimum. D'ailleurs, l'autre algo aussi. Et tout le monde trouve l'optimum. Il suffit de les mettre sur des machines différentes. Donc, je suppose qu'il y a quand même plus de tâches que de machines, ce qui veut dire qu'il y a une machine qui va recevoir au moins 2 tâches. Donc, dans une solution optimale, je prétends que chaque machine a une charge d'au moins Tm plus Tm plus 1. Donc, il y a au moins M plus 1 tâche, et moi je prétends que c'est pas possible que la solution optimale elle soit meilleure que Tm plus Tm plus 1. Nouvelle borne. Okay. Donc rappelez-vous, là elles sont par ordre décroissant. Okay. Donc T1 est plus grand que T2, qui est plus grand que blablabli, qui est plus grand que Tm, qui est plus grand que Tm plus 1, blablabli, qui est à la fin plus grand que Tn. Okay. Avec n supérieur ou égal à m plus 1. Pourquoi diable est-ce comme ça? Je propose le raisonnement suivant. Donc je dis ça, c'est dans une solution optimale, que chaque machine, elle a en fait, donc du coup, en fait, je suis en train de dire dans toute solution. En réalité, je dis dans une solution optimale, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est dans toute solution. Je prends une solution, une affectation. Dans toute affectation, je vais m'intéresser à où se trouve la tâche de durée Tm plus 1. Elle se trouve sur la machine que je vais appeler I. Okay. Donc la machine I, elle est chargée comme ça. Et quelque part se trouve la tâche de durée Tm plus 1. Okay.
sur la machine I. Puis vous avez d'autres machines. Certaines sont plus chargées, certaines sont moins chargées. Pourquoi est-ce que je suis sûr qu'il y en a une des machines qui est plus chargée que ça? Parce qu'il y a deux solutions. Première solution, sur la machine I, premièrement, sur I, il n'y a aucune des tâches T1 à Tn. J'aime pas ce premier cas. Je vais plutôt dire il y a une. Ça, c'est le cas le plus facile. Il y a une des tâches de T1 à Tm. Okay. Si là-dedans, en plus de Tm plus 1, il y a une des tâches de T1 à Tm, okay, qui est ici, ben je suis sûr que la charge de cette machine, c'est au moins ça. Pourquoi? Parce que parmi toutes ces tâches, la moins longue, c'est Tm. Donc, s'il y en a une d'elles, là-dedans, ben là, elle vaut au moins Tm, la longueur de sa charge. Donc, s'il y en a au moins une d'elles, dans le cas 1, du coup, ce truc-là, là, la charge de I, elle-même, elle est supérieure à Tm plus 1, parce qu'il y a Tm plus 1, et il y a aussi une des autres tâches qui est plus grande que Tm. On n'y voit rien, c'est pas beau. Donc, dans le cas 1, on a Li qui est supérieure à Tm plus 1, puisqu'elle reçoit la tâche Tm plus 1, plus une autre tâche de T1 à Tm, mais elles sont tous de durée plus grande que Tm. Donc on a Li qui est supérieur à ça, et du coup, ben oui, pourquoi je dis chaque machine? Non, ça c'est pas vrai ça. Il existe une machine qui a une charge d'au moins Tm plus Tm plus 1. Ça me suffit pour dire qu'elle et toi, elle ne peut pas être plus de ça. Et en plus, ce n'est pas une solution optimale, c'est dans toute solution. Dans toute affectation. Je vais le dire comme ça. Dans toute affectation, donc c'est vraiment très faux cet énoncé, dans toute affectation, il existe une machine qui a une charge au moins ça. Donc ça veut dire, moi ce que j'essaie d'en déduire, c'est que l'optimum, du coup, c'est au moins Tm plus 1. Okay. Dans toute affectation, il y a une machine qui a charge au moins ça. On a fait le premier cas où sur la machine qui contenait Tm plus 1, il y avait aussi une des autres tâches de T1 à Tm. Faisons le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est celui que je vais mettre en rouge. Deuxième cas que j'aime moins. Sur I, c'était celui que j'avais marqué au début, il n'y a aucune des tâches T1 jusqu'à Tm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tâches T1 jusqu'à Tm, je ne sais pas où elles sont, mais elles ne sont pas sur la machine I. Elles sont réparties ailleurs, sur les autres tâches. Ok? Donc elles sont réparties sur combien de machines, ces tâches de T1 jusqu'à Tm? Sur combien? M-1, parce que j'ai supposé qu'il n'y en avait pas sur la machine I. Donc, elles sont sur toutes ces machines-là, et ces machines-là, il y en a M-1. Donc, j'ai M tâches qui sont réparties sur M-1 machines. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il y a au moins une des machines qui a reçu 2 tâches? Ok, ça c'est forcé. C'est le principe qu'on appelle le principe du pigeonnier, le principe de Dirichlet. Il est un peu plus général que ça. Si vous avez K casiers pour contenir des pigeons et que vous avez, comment je vais l'appeler, que vous avez un nombre de pigeons qui est supérieur ou égal à K fois L plus 1, vous avez K cases. Okay. Vous avez des cases pour mettre des pigeons. Tout le monde fait ça, non? Tout le monde élève des pigeons. Vous avez K cases pour mettre des pigeons. Okay. Il y a K.
et de nombre de pigeons, il est plus grand que KL plus 1, le nombre de pigeons. Ben, vous êtes sûr qu'il y a au moins une case où il y a L plus 1 pigeon. Okay, si c'est KL, vous pouvez mettre L pigeons dans chaque case, mais s'il y en a un de plus, c'est sûr qu'il y a une case qui a au moins L plus 1 pigeon. Donc là, c'est exactement ça appliqué dans un cas plus simple, où L vaut 1. Donc si vous avez M tâches, que vous les mettez sur M moins une machine, il y a forcément une machine qui reçoit au moins 2 tâches. Mais 2 tâches de T1, TM, je vous rappelle qu'elles sont classées dans l'ordre décroissant. Du coup, elles sont toutes plus grandes que TM. Donc 2 tâches de T1, TM, ça veut dire là, sur votre machine J, ça je ne sais plus où le mettre, mais non, il n'y a plus de place là. Il existe une machine J telle que MJ reçoit au moins 2 des tâches T1 jusqu'à TM, mais au moins 2, du coup, ça veut dire que la charge de LJ, elle est supérieure ou égale à 2 fois TM. Parce que là-dedans, elles sont toutes supérieures à TM. D'accord ? Supérieures à 2 fois TM, qui en particulier, vu que TM est supérieur à TM plus 1, c'est supérieur à TM plus TM plus 1. Donc dans ce deuxième cas, là, j'obtiens une majoration qui est un peu mieux, parce qu'en fait, j'obtiens 2 fois TM. J'obtiens même TM plus TM moins 1. Bref, on s'en manque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est que c'est toujours vrai que c'est plus grand que TM plus TM plus 1. Donc, s'il y a toujours une machine, donc je m'excuse pour l'énoncé qui était approximatif, s'il y a toujours une machine qui est au moins chargée comme ça, ça veut dire, dans toute sa affectation, ça veut dire que l'optimum, il ne peut pas être meilleur que ça. Et ça, je m'empresse de le changer. TM est plus grand que TM plus 1, je dis c'est 2 TM plus 1. Donc moi, ce que je vais retenir, en fait, vous allez voir pour la suite, c'est que TM plus 1, il est plus petit que la moitié de l'optimum. Ok ? Vous gardez ça en tête. On le réinjecte dans la même preuve qu'on avait fait avant, et ça va nous donner 3,5 à la place de 2. Parce que qu'est-ce qu'on avait montré avant ? On avait considéré la machine I qui était la plus chargée dans la solution retournée par l'algo. La plus chargée par l'algo. Et on avait montré que cette charge, elle était inférieure à L étoile plus TJ. Oui, j'avais montré plutôt que LI moins TJ était inférieur à L étoile. C'est ça qu'on avait montré tout à l'heure. Donc ça, c'est toujours vrai. Je prends la plus chargée dans l'algo, j'ai ça. Je renverse l'égalité, je suis comme ça. Donc je peux distinguer 2 cas en discutant selon que le TJ il est dans la moitié 1M des tâches ou qu'il n'est pas dans la moitié 1M des tâches. Si le TJ il est dans la moitié 1M, d'accord ? Si le TJ est dans la moitié 1M, alors LI n'a qu'une tâche. Ah bon, alors ça je ne le vois pas. Attendez, j'ai pas ça. Donc ça, je le comprends bien, ok. Donc si J, c'est une tâche qui est après M plus 1, bon, mais du coup, on a TJ qui est plus petite que TM plus 1, d'accord, parce qu'elles sont rangées dans l'ordre décroissant, et on vient de montrer que TM plus 1, c'est plus petit que L étoile divisé par 2. C'est mon transparent d'avant. Donc je me retrouve avec LI qui est plus petit que L étoile plus 1,5 de L étoile. Donc LI qui est plus petit que 3,5 de L étoile. Et LI, j'avais pris la machine la plus chargée dans l'algo, donc ça me fait que l'algo, il a un facteur d'approx 3,5. Là, je ne comprends pas ça. Pourquoi est-ce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une tâche si J est inférieur à M ? Normalement, c'est censé être plus évident, mais là, je ne le vois pas. J'ai pris la machine la plus chargée. Ah oui, parce que c'est la dernière. Parce que c'est la dernière qu'elle a reçue.
Oui, c'est ça, ok. C'est la dernière qu'elle a reçue, ouais, j'y étais pas. Vous vous rappelez la définition de TJ qu'on avait pris avant? C'est la dernière reçue par LI. Dernière tâche reçue par LI dans l'ordre. C'est ça dans ma preuve d'avant c'est comme ça que j'avais défini TJ. Okay, donc si la dernière, elle est arrivée avec un numéro entre 1 et M, ça veut dire que quand elle est arrivée, comme j'ai M machines, j'avais au moins une machine qui était vide. Okay, parce que en fait, les M premières tâches, elles vont toutes sur une machine vide. Okay, donc là, celle-là, TJ, elle est allée sur une machine vide. Et comme c'était la dernière qui est arrivée, ça veut dire que c'est la seule qui était sur cette machine. Okay, donc dans ce cas-là, en effet, il n'y a qu'une tâche. Et comme moi j'ai pris la machine la plus chargée, c'est forcément la tâche T1, parce que si ce n'est pas la tâche T1, il y a une machine qui est plus chargée, c'est celle qui contient T1. Okay, donc dans ce cas-là, c'est T1, et puis bien sûr que T1, du coup, c'est la valeur, ça ne peut pas être mieux parce que L étoile est égale à T1. Okay, enfin, L étoile est supérieur ou égal à T1, et l'algo il a trouvé T1, la machine la plus chargée, elle est chargée du T1. Okay, et dans l'autre cas, j'ai mon 3,5. Donc dans ce cas-là, j'ai vraiment algo égale optimum, et dans ce cas-là, j'ai algo inférieur ou égal à 3,5 de l'optimum. Okay, donc ça prouve le facteur d'approximation 3,5. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ou est-ce que mes cafouillages vous ont perdu? Ou est-ce que la fin vous tenaille et vous fait perdre le fil? Du coup, est-ce qu'il y a besoin de clarifier un des raisonnements que je viens de faire? Ou je continue? Oui? On peut revenir sur la diapositive précédente. Oui. Sur le deuxième cas, Sur le deuxième cas, là, je refais celui-là. Donc, dans le deuxième cas, tu supposes que la machine qui contient la tâche Tm plus 1, il y en a une qui contient Tm plus 1, je l'appelle I. Tu supposes que sur celle-là, il n'y a aucune des tâches numérotées de 1 à M. Parce que dans le cas d'avant, j'ai supposé le cas inverse où il y avait une tâche numérotée de 1 à M qu'on a traitée. Donc, si tu supposes qu'il n'y a aucune des tâches numérotées de 1 à M, là, tu n'as pas le droit d'avoir des tâches de 1 à M, ça veut dire qu'elles sont toutes sur les autres machines. Oui? ça veut dire qu'une autre machine en a deux. C'est ça. Ça veut dire que... C'est pas possible parce que du coup, celle-ci elle est vide. Alors c'est possible, mais ça m'arrange en fait, qu'il y ait, dans ma preuve, qu'il y en ait une autre qui en ait deux. Moi ce que je dis, c'est que les M tâches du coup doivent se répartir sur M-1 machine. Pourquoi tu dis que c'est pas possible? Parce que si la machine elle est vide. Quelle machine? I, mais I elle n'est pas vide, elle contient Tm plus 1. Au moins. Pourquoi tu veux qu'elle soit vide? C'est juste qu'elle ne reçoit pas des tâches de 1 à M. Okay, mais elle a reçu Tm plus 1 par exemple, et plein d'autres tâches. Elle aurait dû recevoir une tâche avant. Non, parce qu'attends, toi là, tu raisonnes sur l'algo là. Tu es en train de me dire que dans l'algo, ça ne peut pas se passer comme ça. Ouais, mais moi, je ne raisonne pas sur l'algo. Je veux attraper l'optimum. Donc, je raisonne sur un truc non contraint, pas forcément obtenu par l'algo. Et je suis même en train de dire que ce n'est pas uniquement dans l'optimum, que c'est vrai, c'est dans toute affectation que tu peux faire ce raisonnement. Dans toute affectation, tu es sûr qu'il y a une machine qui est au moins chargée comme ça. D'accord ? Parce que si celle-là, du coup tu es d'accord avec le raisonnement, le cœur du raisonnement, c'est que si celle-là, on n'est pas dans l'algo, hein. On n'est pas sur la solution fournie par l'algo, on est sur une solution en général. Du coup c'est plus clair? Okay. D'autres questions? Du coup, notre facteur, il est 3,5. Toujours, même question, est-ce que 3,5 c'est le mieux qu'on puisse prouver pour cet algo? Ben encore une fois, si on veut dire qu'il n'y a pas mieux, si on veut dire que c'est mieux, il faut faire une meilleure preuve. Si on veut dire qu'il n'y a pas mieux, il faut trouver un exemple qui réalise 3,5 ou une famille d'exemples qui s'approche aussi près qu'on veut de 3,5. En fait, il y a mieux. On peut montrer 4 tiers pour cet algo. Mais là, c'est plus de travail. Okay, et par contre, 4 tiers, c'est l'optimum. 4 tiers, c'est l'optimum, et on peut le voir avec cette affectation. Je vous montre pourquoi ça marche avant qu'on se quitte.
cette affectation, vous pouvez faire. Donc si vous le faites dans l'algo, donc vous avez compris ce que c'est. Il y a 2m plus une tâche, il y a 2 tâches de durée m plus 1. Il y a 2 tâches de durée m plus 2, blablabla, jusqu'à 2 tâches de durée 2m. Et il y a aussi une tâche de durée m. C'est ça les tâches. Okay, donc là on les prend dans l'ordre décroissant, ça commence par 2m. Vous faites l'algo. Qu'est-ce qui fait l'algo? 2m sur une machine. Donc il y a m machine. 2m. 2m moins 1. 2m moins 1. Okay, blablabla. Jusqu'à arriver à combien? Je sais pas, je sais même pas. Jusqu'à arriver à combien? Je sais pas. Aidez-moi. 2m jusqu'à m. Non. M plus 3 demi de m, un truc comme ça. Combien il m'en faut pour arriver à m? Je sais pas exprimer le nombre qu'il y a là. Bref, vous savez le dire ou pas? J'aurais dit un truc comme 3 demi de m à peu près, mais ne doit pas être ça. Bref, il va remplir ici jusqu'à en prendre m. Okay, quand il en a pris m, il va commencer à trouver les autres, de façon décroissante. En fait, ce qu'il va faire, c'est que sur celle de deuxième, donc les plus grosses qui arrivent après, là, il va les mettre sur les plus petites. Donc je sais pas, sur le nombre mystère ici, ok. Le nombre mystère, c'est le plus petit de tous ces nombres. Donc au début, il va commencer à empiler là un autre nombre mystère. Ce que je suis sûr, c'est qu'à la fin, et je m'en moque de nombre mystère en fait, à la fin, ce qui est sûr, c'est que là, il y a 2m tâche. Okay, donc à la fin, il va se retrouver comme ça. Les plus petites vont être empilées sur les plus grosses, puisque c'est un dernier qui va aller empiler là-dessus. Okay, donc il va faire le truc de sorte à avoir empilé ces 2m tâches. Je vais vous faire remarquer qu'il manque toujours celle-là à empiler. Il va avoir empilé le truc pour que la somme de charge de chacune des machines, en fait, ça soit 2m plus m plus 1. 3m plus 1. Ici, c'est pareil, parce que vous avez 2m moins 1 plus m plus 2. Okay, et ici, vous allez avoir 2m moins 2 plus m plus 3. Donc, en fait, sur chaque machine, la charge, ça va être 3m plus 1. C'est ça? Ouais, 3m plus 1. Et vous avez le m qui débarque. Donc là, vous avez m machine chargée à 3m plus 1. Qu'est-ce que soit la valeur des nombres mystères, et vous avez le m qui débarque. Donc vous vous retrouvez avec une solution dans l'algo. L'algo, il fait 4m plus 1. Ok? L'optimum, c'est quoi? Je ne m'en rappelle plus de ce que c'est l'optimum. Je suppose que c'est 3m. Et comment on l'obtient? Ah oui, ici, c'est facile à voir. Ok. Comment on l'obtient? C'est qu'en fait, sur la première machine, vous mettez m, m plus 1 et m plus 1. Et sur les autres, vous faites ce petit jeu de repli symétrique là, à partir du coup de m plus 2. Ici, là, des tâches, il y en a 2 fois m moins 1. Donc vous les repliez, la plus petite avec la plus grande, la plus petite avec la plus grande, etc. Et vous vous retrouvez avec quoi? Vous vous retrouvez avec 2m plus m plus 2. Et tout auront pareil, parce que le m plus 2 va aller sur 2m, et le m plus 3 va aller sur 2m moins 1. Et le m plus 4 va aller sur 2m moins 2, etc. quand vous repliez comme ça. Sur vos m moins 1 machines restantes, vous en mettez 2 chacun. Donc sur les m moins 1 machines restantes, vous avez tous une charge de 3m plus 2. Et sur la première, vous avez aussi 3m plus 2. D'accord? Sur celle-là, 3m plus 2. Donc en fait, l'optimum, c'est 3m plus 2. Du coup, optimum plutôt c'est algo sur optimum. Algo sur optimum, c'est l'algo il fait 4m plus 1 sur 3m plus 2. Ça tend vers 4 tiers lorsque m
tend vers l'infini. Ok? Et pas vers plus 8. Donc vous pouvez vous approcher aussi près que vous voulez d'un rapport 4 tiers. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, si vous oubliez tout, on a vu que si on relâche, qu'on ne veut pas l'optimum, qu'on est prêt à avoir seulement un truc proche de l'optimum mais garanti, on peut obtenir un algo polynomial. Et la prochaine fois, on va voir que on peut obtenir un ratio d'approximation par un algo polynomial qui soit aussi proche qu'on veut. Aussi proche qu'on veut de 1, qui soit aussi bon qu'on veut. D'accord? On pourra s'approcher aussi pro qu'on veut de 1, et à chaque fois, l'algo, pour chaque ratio, il reste polynomial. On verra ça la prochaine fois. Bon appétit, et puis bon TD pour les apprentis qui vont me retrouver en TD2. C'est